Messieurs, dames, bienvenue sur cet nouvel épisode du Weekend AB Show, l'hebdomadaire numéro 91. On se rapproche du centième épisode, Mika, même si au compteur, on en a laissé quelques-uns passer, malheureusement. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein. UFC incroyable hier. J'ai fait le jackpot, AB. C'est J'ai vrai? ressombré, j'ai refait des paris et j'ai ressombré, mais j'ai fait le jackpot. Tant que c'est jackpot, Mika, ne t'arrête pas. Pas acheter du matériel. Je te jure. Écoute, moi, honnêtement, les nuits blanches, j'y arrive plus. Donc, j'ai fait quoi? J'ai dormi et j'ai rattrapé ça au matin. Ah, moi, Et, j'ai mis mon ah ouais. réveil à 4h30. Je suis arrivé directement pour l'arrivée de Benoît Saint-Denis. Quand j'ai Ah, allumé ma télé, genre, ça a basculé du plateau vers le Madison Square Garden et il y avait l'entrée de Benoît, donc c'était parfait. ah, mais c'est fou, il nous a fait une de ses masterclass. Mais on va revenir chronologiquement quand même parce on a manqué un petit peu d'actualité. En tout cas, Ça. n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Mika, on commence par quoi? Il y a eu le KSW avec le combat de Ramzan que tu as commenté en direct sur RMC. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief du combat? Bah, clairement, y a rien à débriefer. Ramzan était franchement 1000 fois au-dessus de son adversaire. Mais quand je dis 1000 fois, c'est 1000 fois. Et du coup, en fait, tellement il y avait une différence de niveau entre les deux, bah, on savait que Ramzan il était dangereux, on sait qu'il est spectaculaire et tout, mais on n'arrive pas à connaître son niveau. Parce que clairement, en face de lui, le mec, par contre, pour le coup, il a été prévenu à 24 heures. C'était pas un tueur à gage. Il avait un palmarès de 2-0, mais si tu regardes contre qui il a combattu, c'est des mecs qui sont dans le négatif. Donc, je pense que Ramzan, c'est un talent. Mais voilà, maintenant, moi, j'ai besoin de le voir face à des mecs solides. Initialement, il devait prendre un mec quand même qui était solide, qui a d'ailleurs combattu sur la même carte après coup. Et j'espère voir ce combat. Peut-être, pourquoi pas replanifier ce combat sur la carte du mois de décembre au KSW. C'est ce que Ramzan a demandé. Maintenant, voilà, débriefer quoi sur ce combat? Franchement, il a Ouais, juste pour la petite histoire, il a raté le poids, donc du coup, il a eu un adversaire à 24 heures. Ouais, en C'est fait, ça. il a raté le poids, donc je vais réexpliquer parce que mes propos, comment dirais-je, la team loup noir me tombe dessus. Ah En gros, bon? il a raté la pesée de 4 kilos, officiellement. Donc, ce qui a été dit de manière, ce qui a été dit en off, c'est Nicolas Hott, il dit, bah, moi, je suis arrivé, j'ai récupéré Ramzan à plus ou moins 10 kilos. Donc, il faisait 76 kilos apparemment quand il est arrivé pour faire le cutting. Ils ont réussi à cutter jusqu'à 68. Mais à 68 kilos, Ramzan, il présentait des états de fatigue et des douleurs au niveau des reins qui étaient trop importantes. Et donc, du coup, ils ont préféré stopper le cutting, se réhydrater et se peser en gros à 70 kilos, c'est-à-dire 4 kilos au-dessus. Je réitère mes propos. Moi, ce que j'ai dit, c'est que forcément, si vous arrivez à la peser, que vous loupez le poids de ce poids-là, de 2 kilos ou 4 kilos, peu importe, et surtout si vous avez mal au rein et que le mal de rein vous empêche d'aller faire votre cutting, c'est pas que c'est votre corps qui vous lâche, c'est que évidemment c'est votre corps qui vous lâche, mais pourquoi votre corps il vous lâche? Bah, c'est parce que vous avez mal fait le protocole de cutting. Ça sert à rien de tourner autour du pot. Ça veut dire que soit le protocole qu'on vous a donné n'était pas bon. Maintenant, je pense qu'on connaît tous Nicolas Hott et on sait que, en général, ce qu'il donne, c'est correct. Ou soit il y a eu un mauvais respect du protocole et une mauvaise, le combattant n'a pas été rigoureux et n'a pas Sur, permis de suivre toutes les règles. sur l'alimentation avant le cutting, tu parles. Soit l'alimentation avant le cutting, soit le régime qui intervient bien avant le cutting. Après, on peut pas faire des miracles, hein. Bien sûr. Donc, du coup, voilà ce que j'ai dit. Je réitère mes propos. Je comprends qu'il a arrêté le cutting. Je dis pas qu'il a pas arrêté le cutting parce qu'il avait pas mal au rein. Je dis que s'il a eu mal au rein, c'est parce que, à un moment donné, il part de trop loin et Ouais. que, du coup, il y a eu à un moment donné, quelque part, dans sa phase de nutrition et de cutting, quelque chose qui n'a pas été respecté. Et ça, ça peut être que de son fait. Ça peut pas être de la faute de quelqu'un d'autre. Donc, voilà ce que j'ai dit et je réitère mes propos tout en les précisant. Ok. Mika, ce sera entendu. En tout cas, on espère en tout cas revoir Ramzan au plus vite contre un adversaire de son niveau pour pouvoir justement voir où est-ce qu'il en est au niveau de son évolution et au niveau de sa carrière. On a raté d'autres choses, Mika, il me semble, la semaine dernière. Bah, Non, hier au KSW, du coup, t'as pas regardé l'event, toi. ah non, Parce moi que- j'étais off.
ils ont fait le face-à-face à Saladin Si, si, Parnasse. ça, j'ai pu le voir quand même. Quand Ouais, même. c'était tendu quand Ouais. même. T'as vu ou pas? C'était tendu. Après, c'était intéressant de voir parce qu'au final, Saladin, il est pas beaucoup plus petit que son Oui, adversaire. c'est vrai que j'ai observé ça, et même au niveau de l'épaisseur, en tout cas. Après, je pense que la différence, ça va quand même se voir. Je jure, ouais, il est épais. Non, il est Ah épais. bon? Par contre, il est pas beaucoup plus grand. Ça, c'est cool. Mais l'autre, il est quand même épais. J'ai vu son biceps là dans sa chemise. Wesh, il abuse. Et Ah, mais. en tout Ouais. cas, je sais pas ce que tu en penses, mais je sais pas, au KSW, je pense que c'est aujourd'hui la plus grande star du KSW, c'est Saladin Parnasse, Ouais, je pense. à l'époque, c'était. Attends, attention, il y a Mohamed Ralidov quand même qui, même Ouais, s'il est plus à t'as son raison. top, c'est quand même T'as- lui la grande star. Mais il y avait Soldic, il y a eu Gamrot, mais Ouais, aujourd'hui, et je maintenant, pense il y a que Saladin. c'est Saladin. Et en tout cas, voilà, j'ai hâte d'être au mois de décembre et ça sera incroyable. Mais Franchement, d'ailleurs, on y est presque. Et tu l'as aidé ou tu l'aides ou pas durant sa prépa? moi, même pas, j'ai fait un seul sparring avec lui. Après, bah voilà, c'est tout. Mais je sais qu'il s'entraîne très durement. Je sais aussi qu'ils vont parfois même à l'étranger pour faire des sparring. Franchement, il néglige rien. Après, c'est le Hatch hein, qui est aux commandes de tout ça. Il y a Arnaud Templier aussi. Il a pas réellement modifié son équipe. Hein. Son équipe, c'est la même. Après, ils font un travail, ils adaptent le travail Ouais. par rapport aux combattants, ça c'est logique. Mais j'ai pas de croustille à vous donner. J'ai rien de particulier à vous donner. Mais c'est un défi de taille quand même, hein, tu sais, parce que pour moi, il y a trois catégories qui se rejoignent où on peut, on va dire, entre guillemets, s'amuser à monter ou descendre. Il y a les 84, les 93 et les poids lourds. On a eu par exemple Jared Cannonier, même si lui, c'était Et, plutôt une descente. et 66-70. Il y a 66, 61, ouais, 70. Mais là, en fait, il va vraiment. 66-70. Ouais, voilà, il y a 4 kilos, tu vois, 66-70. Il y a quatre catégories, ouais. Mais là, 70-77, 7 kilos, c'est énorme. C'est Enfin, énorme. plus 4 ça fait 11 quoi. Mais Euh, c'est tellement énorme qu'il y a eu plusieurs discussions, en fait, justement pour trouver, on va dire, une catégorie intérimaire, enfin, intermédiaire entre les deux. Et c'est là où le Brave, ils ont été réactifs, ils l'ont fait. Et justement, Benoît Saint-Denis combattait dans cette catégorie-là, c'était les super lightweight, 74 kilos. Donc, et pour vous tu sais dire que que. moi, j'aurais rêvé que cette catégorie, elle existe, par exemple. Ouais. Encore maintenant, c'est une catégorie qui, pour moi, est parfaite 74. Et la différence entre 70 et 77, c'est énorme. Quand je vais à 70, je meurs pour faire les cuttings. 77, c'est vraiment archi facile. Il n'y a Mhm. même pas de cutting quasiment. Et c'est vrai que moi, par exemple, je fais typiquement partie des gens qui sont entre les deux, quoi. Et donc, si on te propose un combat à 74 kilos, tu y vas. Ah, tu me taquines, tu me taquines. Ah là là, sacré Mika. Donc, bon, on peut revenir quand même sur l'UFC 295 pour revenir sur le combat de Benoît Saint-Denis qui a enchaîné son. Si tu me Attends, dis je que si. suis désolé, on parle pas de Nassourdine? Si, Mika, le départ de Nassourdine qui a fait couler beaucoup d'encre. Ouais, après le Ouais. départ, voilà, il est parti. Après, je pense pas qu'il soit parti. Je pense que ça fait même longtemps qu'il est parti en réalité. C'est juste que C'était, ouais, pas officiel, on va dire. Enfin, pas si longtemps que ça, hein. non, quand je dis longtemps, je pense que c'est un truc qui date d'au moins il y a un mois, 2 mois peut-être, grand On va dire maximum. ça, ouais, à peu près, ouais. Mais en vrai, voilà, après, il est parti. Mais c'est surtout, je voulais parler moi du combattant qu'on pressent pour lui aujourd'hui, qui a été annoncé, c'est Dolidze, Ouais, Roman. Roman Dolidze, ouais. Et c'est solide, Roman Dolidze, et je pense que c'est un combat parfait en fait pour Nassour. Alors, le petit croustis que je peux vous donner qui n'est pas un croustis, c'est que le combat n'était pas officiel. Il y a eu une annonce qui disait que le combat était officiel, etc., pour un Pour combat en Chine, le etc. 9 décembre, ouais. Ouais, moi, j'ai contacté Nassour qui m'a dit que c'est absolument pas officiel. C'est vrai que le nom de Roman Dolidze revient, mais pour l'instant, voilà, c'était pas Attends, officiel. parce qu'en fait, désolé, je te coupe, parce qu'en fait, justement, Roman Dolidze il devait affronter. C'était pas Jared Cannonier qui devait affronter? Bah, en fait, lui, il a eu deux annulations. Il a eu Ouais. Derek Brunson au mois de novembre qui a été annulé. Il devait combattre hier lors de l'UFC. Ensuite, Ouais. ils ont replanifié avec Jared Cannonier pour le 2 décembre sur cette UFC. Et justement, ça a été annulé parce que ils veulent être sûrs en fait que Nassour, je pense, aura son passeport. Et Et donc, parce que, ouais. ils ont planifié le combat, je crois, c'est début de l'année prochaine. Voilà, parce qu'en fait, justement, Roman Dolidze, il a tweeté qu'il n'avait pas d'adversaire et c'est là où Nassourdine a rebondi sur le tweet pour dire qu'il était chaud pour prendre ce combat. Donc, je sais pas si le combat il s'est matché depuis ces petits échanges-là, mais en tout cas, voilà, pour la petite histoire, c'était ça, Mika. En tout cas, ça va être un combat, moi, qui m'intéresse beaucoup. Dolidze, on le sait, en carrière, c'est 10-2, c'est 6-2 à l'UFC. Ses seules défaites, c'est contre Vettori
Et je crois en début de carrière, il avait perdu contre un gars qui est même pas si connu que ça. Et d'ailleurs, Dolidze, c'est marrant, à l'UFC, tu sais qu'il avait affronté? À l'UFC? Ouais, il avait gagné Non. la décision contre Staropoli, contre Pepi. Ok, ok, ok. Et derrière, il a battu les mêmes gars à peu près comment dirais-je, que Nassour. Il avait pris. Enfin bref, ils sont pour moi vraiment au même niveau sur le ranking. Là, il sort d'une défaite contre Vettori, alors que Nassour, pour moi, il était presque sur une victoire, même si il y a eu un no contest, mais sur Curtis. Donc, sur Chris Curtis, en tout cas, c'est un combat qui peut faire monter Nassour dans les rankings. Et moi, c'est un combat que je pense que dans lequel Nassour va pouvoir s'exprimer. Vraiment, je Mhm. pense qu'il va vraiment pouvoir s'exprimer. Après, Dolidze, il est pas si mal en lutte, mais c'est quand même quelqu'un qui aime bien striker. Donc, je pense que vraiment, on va avoir un beau combat et que c'est un combat qui, moi, en tout cas, me hype de ouf. Et j'ai hâte de voir Nassour prendre ce combat parce que potentiellement, c'est un combat qui pourrait le faire monter aux portes du top 5. Donc, Ouais. donc Mais tu sais qu'il a un petit peu modifié son style au fil du temps de Ligue 2. Et même son combat contre Vettori, je trouve qu'il était, la décision, elle était un petit peu, elle était un c'est petit peu discutable. Et ouais, moi, je me rappelle à l'époque, pour la petite sœur, lorsqu'il était venu à la Tchak Academy avec Sergei Spivak, à l'époque, c'était un gà qui tirait les gardes de Ligue 2. ouais, Et comme le gars là, Paul Craig. Paul Greg, ouais, c'est vrai, c'est ça. Il tirait les gardes, sauf qu'il est, on va dire, un peu plus technique sur les parties lutte et sur les phases de striking. Et il est très très physique, mais je pense que la Souligne, il a largement le potentiel pour vraiment le surclasser, tu sais, avec son footwork, avec sa boxe fluide, assez précis et tout, tu vois. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon combat. Après à voir, là on sait qu'il a quitté le MMA Factory. Et comme je dis, on va pas rentrer dans les polémiques, hein, mais ça a fait ça a fait couler beaucoup d'encre. Donc Non, mais actuellement, après, c'est aussi logique. oui, bien sûr. Cette année, on l'a dit, c'est une année un peu noire, de toute manière, pour le Factory, clairement. Après, c'est une année, on va y venir, mais je pense que, en tout cas, la team, mais c'est pas vraiment une team, on va dire le management qui est en lumière cette année, c'est la BTT, et notamment grâce aux performances Benoît. Saint-Denis. Mais pour revenir à Nassourdine, en tout cas, je pense sincèrement, quand tu regardes Dolidze, ce qu'il y a devant lui, c'est Paulo Costa, Vettori, Cannonier, Whittaker, Duplessis, Adesanya et Strickland. Donc, tu vois, s'il gagne ce combat derrière, il est vraiment dans le haut du panier et c'est ce qu'on lui souhaite et c'est sa place, de toute manière. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce combat et de voir la suite pour Nassour. C'est ça, Mika. On verra en tout cas ce que ça donne. Et il me semble que le combat, il est en discussion pour janvier, en tout cas. De ce que j'ai cru voir sur certaines sources de Twitter, mais des médias, hein. C'est des médias Ouais, américains et tout, mais j'ai plus la source. En tout cas, j'ai vu passer l'information. et je pense, après, je mets des réserves, mais que la préparation de Nassourdine se fera en deux temps. Après, il faudra voir avec Nassour, on pourrait peut-être le recevoir un jour. Mais ça se ferait peut-être dans un premier temps, il irait en Thaïlande, et dans un second temps, si ses papiers arrivent à temps, etc., je pense il irait à l'ATT. Ouais, l'American Top Team, ouais, c'est ce qu'il envisageait il y a un certain temps. En tout cas, là, j'ai vu qu'il s'entraînait avec l'équipe de Bakary Samaké pour la partie boxe anglaise. Et j'ai vu qu'il avait fait aussi déplacer l'équipe de lutte de Melun au Venom Training Camp. Parce que là, je vois qu'il s'entraîne là-bas. Donc, je pense qu'il va faire en sorte de créer une team autour de lui. C'est ce que beaucoup font, hein, comme par exemple Oumar Sy, tu vois. Et je trouve que parfois, ça paye. Parfois, ça paye d'aller chercher, on va dire, chaque expert de chaque discipline et de concocter une team autour de soi. Bah, c'est surtout que lui, il a une infrastructure qui est quand même top. C'est le Ouais. Venom Training Camp, c'est à côté de chez lui. Et effectivement, si déjà il arrive à, je sais pas moi, tous les lundis fédérer une équipe autour de lui et à planifier aujourd'hui sa charge d'entraînement, et ben en vrai, c'est top. Maintenant, il lui manquera que justement d'avoir autour de lui un peu le regard extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle communément le head coach, qui va pouvoir regarder un peu ses entraînements avec du recul et le guider. Mais c'est clair que je suis entièrement d'accord qu'il y a rien de mieux qu'une équipe qui se construit autour de Bien sûr. soi. Et l'un des Français, des premiers Français à avoir fait ça et qui l'a bien fait, c'est quand même Morgan Charrière. Ouais. Euh, on en parlait quand on disait que l'US Métro s'est presque construit autour de lui et maintenant un peu de Taylor, mais on sent bien de toute manière que ces gars-là, en fait, pourquoi ils progressent et pourquoi ils évoluent, c'est parce qu'autour d'eux, il y a un écosystème qui est très basé sur leur profil. Et donc, du coup, forcément, ils progressent un peu plus vite.
C'est ça, Mika. Revenons à l'événement principal, l'UFC 295, où notre cher Français Benoît Saint-Denis affrontait le 14e, 13e ou 14e Mika du classement, Matt Frevola. Si je dis pas 14e. 14e hein, du classement. Masterclass, franchement, j'ai rien à dire d'autre. Et ce qui m'avait impressionné sur son combat contre Moïse, et ce qui aussi m'a impressionné sur ce combat-là contre Matt Frevola, c'est vraiment le niveau de sol de Benoît. Je vous jure, là, le renversement, même s'il n'y a pas eu grand-chose, mais le renversement qu'il y a eu hier, depuis la demi-garde, le renversement qu'il avait fait aussi sur Moïse, il a vraiment un gros sol. Et là, en fait, j'écoutais ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a dit que sur le deuxième takedown, il s'est dit pourquoi le défendre? Parce qu'il a vu qu'il y avait des lacunes, en tout cas, dans le jeu de sol de Matt Frevola. Et en fait, je vois que la maturité qu'il a, même la manière dont il a analysé son KO, tu te dis c'est fou avec, entre guillemets, si peu d'expérience, qu'il arrive déjà à avoir ce recul, cette maturité-là et cette analyse-là en plein combat. Et je te jure que le l'high kick en sortie de clinch, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Ses call-out aussi à la fin, ils sont. Honnêtement, chapeau. Rien à dire. C'est du 10 sur 10 ce qu'il fait là, Benoît. Ouais, clairement, il a 14 combats en carrière. Il a connu une seule défaite et c'était pas, on va dire, c'était dans un short notice, dans une catégorie de poids, on va dire, Au-dessus, ouais. dans laquelle il performe pas de ouf. Sur ses 14 combats en carrière, il en a fait 10 dans des grosses organisations. Donc 6 à l'UFC, 11 pardon, dans des grosses organisations. Donc 6 à l'UFC, c'est 5 au Brave. Au Brave, c'est 4 victoires, un no contest. À l'UFC, c'est 5 victoires, une défaite. La défaite, on le rappelle, c'est contre Elise Zaleski, donc à 77 kilos en short notice. Depuis qu'il a 70 kilos, bah, c'est 5 finishes au premier et Ouais. deuxième round. Euh, et on attendait Benoît sur les parties au sol et aujourd'hui il arrive à mettre des KO debout. Donc, et là, le KO qu'il a mis, c'est autant il avait mis KO Miranda. Bon, voilà. Là aujourd'hui, c'est un KO contre Matt Frevola et Frevola, moi je le redis, c'est extrêmement solide. C'est un gars qui a perdu contre Tsarukian, qui a perdu contre Terence McKinney, mais c'est un gars qui a roulé sur Drodeber, c'est un gars qui a roulé sur Othman Azaitar. C'est c'est un gars qui frappe fort, Frevola. Et si vous regardez le combat de Tsarukian contre Frevola, c'est un combat qui est parti à la décision et qui était disputé. Donc c'est pour vous donner un peu le niveau du combat. Maintenant, s'il faut revenir sur l'analyse, bah, il n'y a pas grand-chose à analyser puisque le combat a duré 1 minute 30. Euh, à- il s'est fait amener au sol à 2 reprises. Si je me trompe pas. En Ouais, fait, c'est il y a une ça. fois où il se fait surprendre parce que Matt Frevola, il a été explosif et limite, il est au sol, il fait une amenée au sol, il arrive à amener. Et c'est Benoît qui va chercher la guillotine hein, aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, c'est une jump guard presque. Tu vois, c'est limite, il a été un peu présomptueux, mais derrière, il recompose bien. Il fait comme il avait fait avec Thiago Moïse. Il met la garde papillon et bah, après, il renverse et crée de l'espace. Deuxième takedown, je sais pas, il s'est même pas pris la tête. Il s'est relevé assez facilement. Matt Frevola aussi, hein, on peut dire à un moment donné, il s'est fait amener au sol. J'ai bien aimé hein, la manière dont il a scramble. Hein. C'est pas facile hein, la manière dont il s'est relevé Frevola. Hein, Ouais, 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 ouais. pardon, quand il s'est Il fait fait, il est super bien revenu. Et après, là où il a été bon, Benoît, c'est que sorti de corps à corps, on le dit souvent, c'est souvent là que les KO interviennent. C'est au moment où ça accroche et ça décroche. Et au moment où ça décroche, bah, il envoie ce high kick. Et bah, Frévola, lui, il a les mains basses et il le prend pleine tempe. Et c'est KO derrière. Et en plus de ça, Benoît, il se jette pas, il se précipite pas. Et la seule frappe qu'il envoie en grand pound, elle touche plein dans le mille. Donc, ouais. bah, il n'y a rien à dire. Masterclass. Derrière, il fait le travail. Bah, il call out Makhachev, il call out Gage qui est dans la salle, il call out Gamrot et il dit que Gamrot c'est un Européen et que ça serait bien qu'il soit en main event à Paris. Et je pense sincèrement qu'on va avoir un prochain combat Gamrot Saint-Denis et c'est pour moi la suite logique. Et c'est fou parce que quand tu regardes, mis à part le combat contre Elidze, mais contre Niklas Stolz, c'est à l'UFC Paris 1. Après, contre Gabriel Miranda, non, c'était Gabriel Miranda qui est à l'UFC Paris 1, excusez-moi. Mais tu Ouais. voyais qu'il allait à la guerre, qu'il était beaucoup, on va dire, à découvert. Il prenait un peu de dégâts. Mais là, contre Moïse, c'est contre Matt Frevola, c'est des combats où il a quasiment pas de dégâts. C'est des Ah, combats où, bah, Moïse, il est allé à la guerre encore.
Mais ça allait encore. C'était vraiment lui qui mettait la pression et que Moïse, il était contre la cage. On Mais voyait qu'il là, allait à la guerre, mais il y avait moins de dégâts. En tout cas, il prenait moins de dégâts, tu vois. mais contre Frévola, il y a eu une gestion des distances impeccable. Ouais. Il y a rien à dire. Il y a eu une grosse gestion des distances. Bah voilà, hein, lui, la suite logique, il le dit, il va aller chercher le top 6 Gamrot. Ça lui évite de passer par les hookers, les Tsarukian, les Fiziev. Je trouve que c'est un call-out intelligent parce que Gamrot, je pense que il a toutes les armes pour battre un Gamrot. Et derrière, bah, ça sera le haut du panier pour lui. Donc, en vrai, aujourd'hui, même les plus sceptiques, je vois pas comment on peut pas être se dire qu'il pourrait le faire parce que jusqu'à maintenant, il fait mentir tout le monde, quoi. Et il faut quand même se rappeler que c'était lui le favori ce soir, hein. Il avait une cote à 1,40, Saint-Denis. Donc, je sais pas si vous imaginez, alors que Frévola, c'est quand même un ancien du game. Il est là depuis longtemps, il combat chez lui. Donc, c'est incroyable. Et en plus, je me rappelle, je crois que c'est la première fois qu'on l'a reçu dans l'émission, Mika, Benoît Saint-Denis, c'était en 2022, en été 2022. Et en fait, il nous parlait il avait déjà sorti quelques noms du top 15. Et je m'en rappelle, j'avais publié un extrait sur Instagram. Et dans les commentaires ou c'est sur YouTube, je sais pas, mais il y en a qui disaient qu'il était un petit peu trop. Il se précipitait un petit peu trop, tu vois. Et là, en fait, bah, il fait mentir tout le monde. Et là, en tout cas, de par ses performances, c'est difficile de le contredire lorsqu'il appelle Gaethje, lorsqu'il appelle Poirier et tout. Bon, c'est difficile de dire non, tu peux pas le faire. Parce que là, la manière dont il impose D'ailleurs, son respect, c'est. Poirier a réagi, il a dit ouais, c'est un super gars, tout ça. Bon, enfin bref, il félicite. Et après, ils lui disent ouais, vous seriez prêt à prendre Benoît Saint-Denis et il dit il a encore beaucoup Ouais, il a encore de beaucoup travail. de travail à faire. Mais voilà, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que maintenant, les plus gros athlètes de l'UFC à 70 kilos, c'est-à-dire tout le top 10, top 15 de l'UFC, connaissent Benoît Saint-Denis. Je crois C'est ça. qu'il faut vraiment se mettre en tête qu'aujourd'hui, c'est une méga star. J'ai pas regardé son Instagram, je peux pas vous dire combien de milliers, de centaines de milliers de followers il a pris. Regardez. Mais hier, il a quand même combattu au Madison Square Garden. C'est incroyable. Il est à 385 000 abonnés là actuellement, mais je sais pas, il était à combien juste avant. Je crois qu'il Mais, était à 200 quelques. ah ouais, ok, tu Ah vois. ouais. Mais je pense que, parce que là, Dana White, même en conférence de presse, il parlait du fait que bah, déjà qu'il allait intégrer le top 15 sûr et certain mardi. À la mise à jour, il disait que même qu'il serait peut-être dans le top 10. Mais en fait, je pense que ce serait un risque pour l'UFC, même pour Dana White, d'aller lui donner, on va dire, un mec comme Dustin Poirier, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore assez connu et il pourrait aussi gâcher, tu sais, gâcher la fête, là, à cette heure-ci, Benoît. Bien sûr. Après, je pense qu'on a tout intérêt, de toute manière, même à l'UFC, ils vont devoir sacrifier l'une des étoiles montantes, c'est-à-dire soit Gamrot, soit Tsarukyan, soit Saint-Denis. Maintenant, à un moment donné, on va avoir ce trio en tête là qui va devoir à un moment donné c'est comme ça que ça se fait. De toute manière, on monte des carrières jusqu'au top, enfin, on monte des carrières. Les gars font leur preuve jusqu'au top 15, mais à un moment donné, ils vont devoir s'écharper entre eux. Et voilà. Par contre, ce que je crois possible, c'est que l'UFC revienne peut-être à Bercy premier trimestre 2024. C'est pas impossible, franchement. C'est avec qui qu'on en parlait, ça? Qui disait que non, c'était pas possible. Je sais pas si c'était dans l'émission ou en off, Bah mais après, tu bref. sais, il y a aussi il y a Londres souvent en février-mars, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas impossible qu'on ait un Gamrot Benoît Saint-Denis sur la carte de Londres. C'est pas quelque chose qui me paraît Sur la carte de impossible. Londres, c'est possible. En plus, surtout qu'on a maintenant Thomas Pinal qui est champion intérimaire des heavyweights, qui s'est imposé par KO TKO sur Sergei Pavlovich, à la surprise de nombreuses personnes quand même. Ok, on Bah, n'a pas. ouais, Ouais. vas-y, Moi, pardon. je dis qu'on n'a pas fait de preview ni d'analyse d'avant combat, mais très honnêtement, ça, j'ai pas été étonné du résultat. J'ai eu un petit peu peur quand même pour Aspinall à un moment donné quand il se fait toucher à quelques secondes, parce qu'il avait du mal à trouver sa distance. Il l'a même dit après le combat, mais honnêtement, le résultat, j'en suis pas surpris. J'en suis pas surpris. Il a une palette technique tellement élevée pour un poids lourd, sa vitesse d'exécution que, tu sais, face à un Pavlovic c'est assez un poids lourd lambda, tu sais, qui tape fort, comme la plupart de tous les poids lourds, mais qui, il a pas de choses. Voilà, mis à part son gros punch, il n'y a rien d'autre, j'ai envie de dire, tu vois, comparé à Thomas Spinal. Non, bah clairement, je suis assez d'accord avec toi. Après, j'ai bien aimé son calf kick et on en reparlera aussi avec Pereira qui a bien Ouais. qui a utilisé cette arme et ça a fait mal à Pavlovich, ce calf kick, l'air de rien. Il a vraiment bien touché
Et derrière, c'est vrai que, en tout cas, je m'attendais à une victoire d'Aspinal. J'ai misé sur lui de toute manière, mais pas comme ça. Pour être honnête, je pensais que ça allait être un grand endpoint au sol. Euh, je suis très étonné de la manière dont il avait. En fait, je pensais pas que Pavlovic avait un menton si. J'arrive pas à savoir s'il a un menton fragile ou C'est si la c'est. tempe qui l'a touché, je crois. C'est la Ouais, tempe. enfin, quand je dis menton, Oui, j'arrive pas à savoir si c'est lui qui encaisse pas ou si c'est Aspinal qui frappe fort. Parce que je ne voyais pas comme un puncher Aspinal, pour être ouais. honnête. Mais voilà, en tout cas, je suis pas surpris. Et si tu veux mon avis, ça va être un champion qui va être difficile à battre, Aspinal. Je trouve que, tu te souviens, quand on en parlait, je te disais, il prend son temps, il va combattre. Et toi, tu me disais, il devrait pas prendre son temps, etc. Oui, il était un petit peu dans la vue, Euh, Mika, hein. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, il était, je sais pas, genre 13e du classement, il allait calotte le 12e qui était, genre, par exemple, à l'époque, je sais plus, genre Tibura, tu vois. Et c'est là où je le trouvais un petit peu. il voulait vraiment prendre son temps. Et ce qui a été l'accélérateur un peu dans sa carrière, et c'est ça qui est trop bizarre dans ce sport, c'est qu'il avait affronté Blade. Il se blesse lors du combat contre Blade. Et derrière, c'est là il se dit, vas-y, c'est bon, je reviens et je prends tout direct. Et tu vois, c'est marrant parce qu'en vrai, il aurait pu le faire avant. Et des fois, il y a des détails comme ça qui font que, et depuis sa blessure aussi, je trouve que physiquement, il s'est transformé. Je trouve Ouais, c'est ça. c'est devenu un morche atomique. Par contre, il faudra qu'on revienne aussi sur le cas de dopage. Ah oui, oui, Ah ouais, de Oumar, d'Ousmane. ouais, doucement, Oui, ouais. on va y revenir. Bah, du coup, Mika, du coup, ça a fait réagir Cyril Gann, qui auparavant, en fait, justement, en fait, c'est un petit peu là, c'est vraiment l'effet inverse, parce que il y a quelques mois, Thomas Milan se déplace à l'UFC Paris, veut un face-à-face face à Cyril, mais Cyril le dit clairement qu'il n'est pas intéressé. Qu'il n'est pas intéressé, qu'il veut aller de l'avant, et voilà. Finalement, c'est Thomas Pinal qui lui passe devant, qui prend la ceinture intérimaire, et c'est maintenant Cyril, en fait, justement, qui a tweeté. Et en fait, lorsqu'il a été interrogé à la conférence de presse à Spinal, je sais plus qu'est-ce qu'il a répondu, mais bon, c'était Il a ironique. rigolé. Ouais, il a rigolé. En gros, il a dit, ah bah, c'est drôle, c'est intéressant ça, parce que quand Ouais. je l'ai call out, il voulait pas m'affronter et maintenant il veut m'affronter. Là, il a dit clairement, il a dit qu'il affronte Oui, Almeida et ouais, mais voilà. il prendrait le vainqueur des deux. Ouais. Bah, si tu veux mon avis là-dessus, moi, en tant que spectateur et en tant que Team France, bah, j'ai envie de voir Cyril Gane contre Aspinal parce que d'une part, Almeida représente un gros risque quand même. C'est pas un combat facile, Almeida. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'était un combat à la portée de Cyril Gane, je dirais c'est peut-être même très bien qu'il affronte encore un combat avant d'aller à la ceinture. Maintenant, c'est un combat qui représente un gros risque pour Cyril Gane, ne serait-ce que par l'opposition de style. Je pense qu'en carrière, il a jamais affronté un mec du style d'Almeida encore. Je pense que c'est la première fois qu'il affrontera un mec de ce style-là. Et c'est clair que, voilà, en tant que Français supporter de Cyril Gann, j'ai pas envie qu'il fasse le combat contre Almeida et j'ai envie de dire, ça serait logique pour moi qu'il affronte Aspinal. Ah, Mais la réalité aujourd'hui, c'est que l'UFC, Tom Aspinal avait tout préparé pour que, entre guillemets, pour planifier le combat Aspinal-Cyril Gann après Bercy 2. Et il a un peu gâché la fête, Cyril Gann, en refusant le call-out et bah en disant, attention, hein. Parce qu'en gros, Thomas Pinal, il dit que c'est l'UFC qui a aussi refusé le face-à-face dans la cage. bah, parce que, alors je peux pas Ouais, ouais, être, je te jure qu'il l'a dit à Spinal, là. Il a dit que en tout l'UFC cas, a refusé. mais il a un peu gâché la fête. Ce que je veux dire, c'est que Oui. il l'avait call-out et ça aurait pu faire une histoire et ensuite construire autour de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça. Et quand bien même s'il avait accepté, par exemple, ça, il aurait peut-être même été hier soir au Madison Square Garden again contre Pavlovich. Tu vois, on ne sait pas si Bah, c'était. En tout cas, ce qui est sûr, c'est il paye cher le fait d'avoir refusé le call-out d'Aspinal. oui, Vraiment, mais Mika, peut-être oui, peut-être que non. Parce que si demain, là, l'UFC venait en mars à Londres ou à Paris, le combat le plus logique, ce serait quoi? Ce serait pas. À moins qu'il y a Aspinal contre Curtis. Ah non, que Curtis Blade, il sort d'une défaite, non, contre Pavlovich. ouais, Curtis Blade, non, mais c'est Curtis Blade, faut qu'il tout manière c'est cuit là pour l'instant Ouais, pour parce lui. qu'il était blessé. Mais donc, en Là, fait, donc voilà, c'est vrai que je me dis le combat le plus logique. mais tout Le... manière, s'il gagne, il va pas attendre mars pour combattre. Là, faut qu'il recombatte Bah, contre pourquoi pas, Almeida. Mika, on est presque au mois de décembre. Ça arrive Bah, vite, le mois de mars. ouais, mais moi je trouve que c'est un pari dangereux
de la part Ça serait un pari dangereux de miser sur ça. Parce que si l'UFC ne veulent pas monter le combat et qu'Aspinal refuse le combat, maintenant, c'est lui champion, tu vois. Oui, mais ça lui fait une pénalité aussi d'être inactif à Aspinal. Je Donc en sais fait, je me pas. dis, soit c'est Almeida contre Cyril, le vainqueur prend Aspinal, soit entre-temps, ça se concocte vite, parce que la performance d'Almeida contre Derek Lewis, elle laisse à désirer, tu vois. Et je me dis qu'il peut y avoir un Almeida Curtis Blade, ça peut se reprogrammer. Entre-temps, après, ça va dépendre de ce que fait Miocic. Franchement, ça va vraiment dépendre de ce que fait Miocic. Tu l'as dit, il revient que si c'est John Jones. Donc, ça, c'est en stand-by pour un an. Il y a rien. Il va rien se passer. Il va rien se passer. Non, là, aujourd'hui, clairement, c'est soit il y a Almeida gain et ensuite le vainqueur prend un spinal, ou soit il n'y a pas. Et est-ce que à Londres, ils vont faire un UFC numéroté déjà? Mais je suis pas sûr, hein, eh bien. Le dernier, c'était un numéroté, le dernier, hein. Non? C'était Oui, un... je Je vais crois pas. vérifier. Mais le dernier, c'était. Ça me dit rien. Mais en tout cas, moi, je me dis, OK, le call-out qu'il a refusé, est-ce qu'il s'est tiré une balle dans le pied ou est-ce que c'est peut-être aussi bénéfique? Parce que s'il avait affronté Spinal, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de ceinture intérimaire. Bon, Ah avec les si. sons, on refait le monde. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que là, ça l'a peut-être aussi qualifié directement pour prendre le titre parce qu'il est numéro un du classement, là, ou numéro 2. Ouais, mais regarde, Almeida, par exemple, tu peux aussi regarder. Mets-toi dans la logique sportive. Comme je t'ai dit, moi, j'ai envie. Bien sûr, je Il est préfère. numéro un là. Oui, je sais ça. Mais moi aussi, j'ai envie de voir Gann contre Aspinal. Ça, c'est évident. Mhm. Mais par exemple, tu regardes Almeida qui a battu Derrick Lewis et tu vois, c'est ce qui est un top 10 et tu vois, et qui n'était pas top 10 au moment où il l'a affronté. Et tu vois Spivak aujourd'hui qui est huitième et qui a perdu contre Gann. Tu vois, ils n'ont pas affronté non plus ni l'un ni l'autre à une réelle légitimité en se disant, ouais, on a affronté le top du top du top, tu vois. Euh, Franchement, je serais du point de vue sportif, logique sportif, je pense que ce combat est obligatoire. Et franchement, Almeida Sirigan. ouais, Attends, mais est-ce que tu te rends compte qu'il est quand même septième là, Almeida? Genre je son. sais, mais là, si je te parle de logique sportive, je te parle de la logique UFC, je te parle de la logique aujourd'hui, de toute manière, les deux prétendants chez les poids lourds, c'est Cyril Gann et comment dire, Almeida. Tous les autres, tu peux les enlever de l'équation. Volkov, Blades, Miocic et John Jones. Et Pavlovich, tu peux les enlever de l'équation. Il ne reste que Almeida et Cyril Gann. Ça m'étonnerait, sincèrement, je pense que ça m'étonnerait que quand tu sors d'une victoire sur Derek Lewis ou que tu sors d'une victoire sur Spivak, on te donne ta chance pour le titre. Maintenant, si ça se fait, je suis le premier heureux. Je suis le premier heureux. Mais pareil, je suis pas sûr que de passer de Spivak à Spinal, ça soit une bonne solution sans s'être mis au défi contre des combattants peut-être un peu plus forts. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en termes d'adversité, il y a un gros fossé entre Spivak et Aspinal. Et que au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, mais en fait, j'essaie Je me dis comment ils vont. Ouais, non, si, je comprends, je comprends. Mais j'ai plusieurs schémas dans ma tête et en tout cas, on verra. On verra comment ça va se programmer, tout ça. Mais à voir. On revient mais sur le main event, Mika. Ouais, main event. Alex Pereira, on s'en rend pas compte, mais je suis sûr, ce qu'il fait, c'est fou. Il vient à l'UFC, il bat l'un des champions le plus dominant de la catégorie, qui est Adesanya, il s'empare de la ceinture. Derrière, il a perd, il monte de catégorie, il affronte l'ancien champion en titre, Blachowicz, il gagne, et là, il revient, même s'il y a eu débat sur l'arrêt prématuré de Marc Godard, sur, euh, sur comment il s'appelle, Prochaska. sur Prochaska, mais c'est une performance folle quand même, parce qu'il faut pas oublier qu'il a été champion dans son ancien sport, le kickboxing, le Glory Kickboxing. Là, derrière, il est double champion, même si c'est pas en simultané, mais c'est un parcours de fou. Je suis sûr, c'est un parcours de fou avec le peu d'expérience qu'il a en MMA. Je ne sais pas si on se rend compte. Parce que quand tu regardes Prochaska, c'est une trentaine de combats. Il n'en a même pas 10, Pereira. C'est fou. Je suis sûr, c'est vraiment fou quand on regarde comme ça. Ouais, bah, c'est un peu à l'image d'un Cyril Gane, on va dire, sauf que effectivement, Pereira, au niveau des ceintures, ça se passe mieux pour lui, mais on peut quand même dire que c'est plus ou moins le même parcours. Cyril Gane, il a été propulsé très vite aussi en haut de l'affiche. Après, effectivement, au moment où il y a eu les ceintures, ça a été compliqué, mais il est quand même tombé sur des briques. Hein. Ngannou, c'est pas facile.
Voilà, il a affronté Ngannou, John Jones, effectivement, ça n'a pas été simple pour lui. Euh, du côté de Pereira, c'est vrai qu'il a battu une légende, tu le dis, il a battu Adesanya et il a battu aujourd'hui Prochazka. Clairement, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Il n'y a pas d'autre mot. Il est dans le game à l'UFC depuis très peu de temps au final. Je crois qu'il est arrivé à l'UFC en 2021. On est en 2023. Depuis qu'il a déjà fait 7 combats en 2 ans. Ouais, ça fait 3 combats pour le titre maintenant, c'est ça, ouais. Et Ouais, deux. c'est l'un des combattants les plus actifs. Non, c'est incroyable. Et surtout qu'on ne se rappelle pas forcément, mais avant d'affronter Adesanya pour aller chercher la ceinture, il avait KO'té avec une facilité déconcertante Strickland, Ouais. actuel champion quoi, chez les 84. C'est-à-dire que potentiellement, la Pereira, s'il décide de refaire un cutting et d'aller affronter le vainqueur de Strickland contre Duplessis, il pourrait être double champion actif. Ouais, ouais, Et, c'est fou. et vraiment, vraiment, pour moi, on passe de devenir l'un des plus grands champions actuels de l'UFC, surtout qu'à 93 kilos, euh, je vois peu de monde pouvoir le détrôner. Je On est sais pas, d'accord. mais Bah, en fait, je vais quand même rejeter un coup d'œil dans le top 15 là, mais c'est vrai que. En fait, je n'ai pas le souvenir de voir tu sais, un style de Cormier qui peut venir le coller, l'embêter en lutte, tu vois. par exemple, Jamal Hill, pour moi, il a aucune chance. Je suis peut-être dur quand je dis ça, mais Jamal Hill, je le vois pas du tout pouvoir battre Pereira. Ankalaev, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il puisse le battre. Et ensuite, pour moi, il y a vraiment un fossé entre le reste et eux pour l'instant. Je pense à Rakic, à Krylov, à Johnny Walker, Anthony Smith, Volkan Ozdemir. Je pense que c'est trop compliqué pour eux d'aller chercher un Pereira. Mais attention, Jamal Hill, Mickey, hein, je peux pas l'exclure, hein. Sa dernière performance, moi, contre Teixeira, je te jure, il m'a impressionné, hein. Il a un gros stand-up, il frappe Ouais. fort, il est longiligne, il a des bons kicks et tout. Je trouve qu'il En y a fait, match, il peut y avoir match. Pereira, je pense que la seule manière de le battre, on l'a vu, c'est quand Prochaska, il l'a mis en difficulté, c'est quand il lui met la pression. Quand il lui met la pression, et c'est vrai qu'il est beaucoup moins bon Vulnérable. que Pereira. T'as dit quoi? Il est vulnérable à ce moment-là. Il est vulnérable, ouais, vraiment, il est vulnérable. Ensuite, au sol, on a bien vu qu'il y avait des grosses lacunes. Ça, c'est évident. Mais dès qu'il touche, il fait mal. Et j'ai l'impression qu'il a un bête de cardio. J'ai l'impression qu'il est jamais affolé dans le combat. Oui, il garde son sang-froid, tu sais, même la manière dont il mettait les kicks, ça passait. Mais tu vois, la vitesse d'exécution, elle est pas folle. Mais tu sais, il les place tellement bien avec un bon timing. Et tu sais que C'est efficace. les tactiques, qu'ils ont détruit la jambe de Prochaska au Ouais, premier round. ouais, ouais. Ils ont Non, détruit. c'est marrant parce que dans les extérieurs, t'as pas l'impression qu'il les met super fort, hein. Et il l'a arraché, franchement. Non, Mais non. tu sais, c'est quand tu lui mets l'impression qu'il est vulnérable, mais c'est aussi à ce moment-là Il est qu'il est dangereux. dangereux. Ouais. Exactement. Bah là, tu l'as vu sur le contre. Après, sur l'arrêt prémédité, enfin, sur l'arrêt un peu rapide de l'arbitre, je sais pas. J'ai l'impression que Prochaska, il a été durement touché quand même. Lui, il a été touché. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, quand il va chercher le double leg et qu'il tombe et que Ah, Pereira, il c'est est en ça. montée, tu vois qu'à un moment donné, le corps, il relâche. Et C'est ça. En fait, l'arbitre, il a une vue que nous, on n'a pas. mais Après, c'est d'accord avec toi. C'est que, en fait, ce qui a donné pour moi le go d'intervenir à l'arbitre, c'est qu'au moment où il tombe sur les fesses après la double leg, il tombe de manière un peu relâchée, quoi. ouais, si, ouais, c'est ça. Mais il a dit Donc, qu'il était out, hein. ouais. Il a Bah, dit lui, qu'il était out. la mort, de toute manière, Prochaska, c'est vraiment un combattant dans l'âme. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle soirée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en tout cas des combats dont on a débriefé dans les commentaires. On reviendra en tout cas dans la semaine avec des émissions spéciales guests, notamment avec Bessangour Baki et Mustafa Aida et peut-être d'autres combattants parce qu'on rentre dans la fight week de RS17 qui aura pour main event Baki contre Félix Linkhammer. Donc on se reverra Arès sûrement. 17, au final, moi, je crois qu'il y a 3 combats qui m'intéressent grandement sur la carte. Je sais pas, toi, il y en a combien qui t'intéressent. Moi, Ouais, j'en ai 3. J'ai le main event, donc c'est Beisangour contre Clint Hammer. Et ouais. j'ai Mustafa Aida contre Younoussov, Aboubakar Younoussov.
Et après, il y a un autre combat qui m'intéressait de voir. Je suis en train de regarder la C'est carte. Wissem, tu parlais peut-être, non? Ou Ouais, c'est Wissem, je crois. Je le vois plus. Ah si, Wissem contre Magnus, voilà. Oineka Iversen. Voilà, pour moi, c'est les trois combats qui m'intéressent vraiment sur cette carte. Le reste, bon, ça va être des beaux combats, mais c'est du classique, quoi. Il y a pas, c'est pas transcendant, quoi. c'est ça. Donc, en tout cas, on reviendra avec Baki qui nous parlera de son actualité, enfin, de ce qui s'est passé, notamment avec Cédric Doumbé, et même si c'était. D'ailleurs, on peut en parler, Samika, rapidement, De, du. Je vais pas dire je vais pas dire du call-out, mais c'est un petit peu parlé entre Cédric Doumbé et Baki. Est-ce que tu penses que c'est un combat qui a réellement de l'intérêt? Sportivement, moi, je trouve pas, honnêtement. si, ah bah, Au niveau de sportivement, la hype, au niveau de la hype, oui, mais sportivement, pour les deux carrières, je trouve qu'ils ont vraiment, en fait, deux chemins opposés, les deux. T'en as un qui a son avenir au PFL et t'en as un qui veut clairement aller à l'UFC. Et je trouve pas que c'est quelque chose qui va leur apporter, mis à part des sponsors, enfin, mis à part de la visibilité, de la hype des sponsors, sportivement, je sais pas si ça va vraiment leur apporter quelque chose, quoi. À part bah, Cédric Doumbé, il pourra peut-être grappiller quelques places sur le classement, quoi, sur Fight Matrix. ouais, parce que Fight Matrix, Doumbé, au final, il est quand même très loin. Si Ouais. tu regardes les classements Fight Matrix, tiens, je vais vous le mettre. Fight Matrix, on va regarder ça en direct avec vous. Je sais pas combien il est, mais il est loin derrière Baysongour. Je crois que Baysongour, il est numéro 3 actuellement. Euh, Numéro? En France, tu parles? ouais, attends, je vais regarder. Hein. Ok. Welterweight. Alors, France. Boum. Alors, le numéro un, c'est Kevin Jousset, donc à l'UFC. Bah, numéro 2, je suis encore dans le classement. Pareil. Ah oui, numéro 3, on a Bessangour. Numéro 4, on a même Amin Ayoub, parce que son dernier combat, je crois, c'était fait à 77. Ouais. Ensuite, au numéro 5, on a Aymar Guy. Numéro 6, on a Jason Poney. Numéro 7, il y a Carla Moussou. Numéro 8, il y a Romain Debienne. Numéro 9, on a Dubois. Numéro 10, on a Majdine Ayadi. Et numéro 11, on a Cédric Doumbé. Ça veut dire qu'il est numéro Ouais. 448. Alors Ouais. que, pour vous donner une idée, ensuite, il y a Mathias Poiron, il y a Soufiane Oudina qui est 503, Bourama Kamara 562 et Beysangour, lui, il est 194. Donc, je le rappelle, Beysangour, c'est un palmarès de 8-0 actuellement en MMA. Cédric Doumbé, c'est un palmarès de 5-0, mais multiple champion du monde du Glory, ça, quand même, c'est pas Bien négligeable. sûr. Sur le palmarès de Beysangour, sur ses 8-0, c'est 4-0 au Ares. C'est 5 décisions, 3 KO. Doumbé, lui, sur l'ensemble de ses 5 combats, il y en a eu 3 au MMAGP, un au PFL contre Jordan Zebo. Sur ces combats, bah, ils se traduisent tous par une victoire par KO, TKO avant la limite. Donc, premier ou deuxième round. Maintenant, toi, tu disais sportivement, est-ce que réellement ça a un intérêt? Moi, je pense que oui. On a un palmarès de 5-0 multiple champion du monde face à un jeune qui a 8-0 et qui va vers la ceinture du RS. Euh, pour nous, publics, c'est le combat rêvé. Maintenant, pour individuellement, pour l'un ou pour l'autre, je trouve que c'est des gros risques. Notamment pour Doumbé qui peut entacher sa légende avec quelqu'un qui n'a pas réellement fait une grosse carrière, on va dire, dans les sports de combat qui est un peu inconnu, alors qu'il pourrait prendre un combat limite plus facile en allant affronter un Anthony Pettis. Et au final, Anthony Pettis, c'est un ancien champion de l'UFC, un peu vétéran. Donc, en fait, je pense qu'il prend un gros risque en allant affronter un Beisangour pour au final pas grand-chose. Alors que Beisangour, lui, pour le coup, il a tout à gagner. S'il arrive à signer un one-shot avec le PFL comme a fait Jordan Zebo, bah pour lui, il a la chance d'aller affronter Doumbé et de prendre toute sa légende et de continuer son chemin pour ensuite aller signer à l'UFC. Donc, je pense même que individuellement pour Bessangour, il a tout à gagner sur ce combat et Doumbé tout à perdre. Oui, C'est moi, oui, c'est c'est vrai le. que il a plus de choses à gagner, Baki. Mais je pense pas qu'il a peu de choses à gagner quand même, Doumbé, hein, parce que je pense en tout cas, pour les puristes de MMA, il faudra quand même fermer des bouches s'il venait à battre Baki. Bah, clairement, Tu vois. si Babaki, voilà, il devient les numéros presque un actifs des 77 avec Kevin Jousset. J'ai retiré de l'équation Abdul, puisque Abdul, son dernier combat, il était à 84, et depuis, il a signé à 70 au PFL, et le Ouais. combat qu'il a fait contre
à 80 kilos là, en catch Mhm. point contre Brad Wheeler ne lui a pas fait gagner de place. Mais voilà, faut pas oublier non plus Abdul. Mais non, après, faut pas Il oublier. y a quand même Ibra quand même qui est en welterweight. Sauf que son combat il était en middleweight le dernier. Donc ils l'ont classé au-dessus. Ah Mais oui, bon, c'est vrai, je ouais. l'ai oublié, ouais, t'as Mais raison. ils l'ont pas Ibrahim, mis sur Fight il Matrix. est. Ouais, mais lui, il va revenir pareil, il va revenir dans. T'as raison, je l'avais oublié, mais c'est Ouais. exactement ça. C'est que quand tu combats dans une KT, ils prennent ton Combat, dernier. ouais. Après, attention, hein, Clint Hammer, c'est solide. Hein. C'est pas non plus un combat facile là que Ouais, Besson prend. je suis C'est pour d'accord. moi son plus gros test en carrière, Bien clairement. sûr. Là, ça n'a rien à voir avec le dernier combat qu'il a affronté où en face on avait mis un mec pour mettre un mec. Là, vraiment, c'est solide Clint Hammer. Et c'est pour ça aussi que c'est un des combats qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai hâte de voir ce que Beisangour va faire. Parce que autant je le trouve très puissant, très fort, très athlétique, mais je vois des fois dans son jeu au sol, il y a des petits détails, il manque des crochets, il manque des choses, etc. Et Clint Hammer, il est quand même super opportuniste. Donc, il faudra qu'il fasse attention et j'ai hâte de voir ce combat. C'est ça, Mika. En tout cas, on aura l'occasion d'en discuter avec Baki dans le prochain épisode. Je pense qu'on est bon, Mika. Non, il reste le cas, juste le cas dopage et c'est bon. Ah oui, effectivement, c'est une bombe qui a été. C'est Ariel Elwani. En tout cas, moi, je l'ai vu d'Ariel Elwani qui dit qu'en fait, Ousmane, l'actuel champion, Nurmagomedov, l'actuel champion des lightweight du Bellator, qui a fait une masterclass dernièrement là sur Ben Primus. Il a été. J'ai pas la, comment dire, le produit. Ouais, J'ai, on l'a, personne là. on l'a pas le produit, ouais. Mais en tout cas, voilà, apparemment, là, il est suspendu 6 mois. Arrête, ça reste que des spéculations. Enfin, il n'y a rien eu il y a rien eu de confirmé pour le moment parce qu'il est revenu derrière lui aussi, Ousmane. Il a dit qu'en gros, voilà, il a pris un médicament qui a été, en fait, il a pris un médicament il a eu un traitement parce qu'il est tombé malade et que derrière, en fait, dans le médicament, il y a eu une substance, en fait, interdite et que voilà, en fait, je crois, il a pas eu l'occasion de justifier, en fait, les faits. Donc, voilà, en tout cas, comment il justifie, en tout cas, le cas de suspicion. En tout cas, Maintenant, c'est qu'il a pris une suspicion de 6 mois. ouais, Euh, Effectivement, alors c'est quand même. En gros, quand vous prenez des médicaments, pour que les gens comprennent, quand vous êtes combattant sous contrat avec des organisations, vous devez préciser, notamment le jour où vous faites contrôler, par exemple, est-ce que vous avez pris des médicaments ou un traitement particulier au cours des derniers mois? Vous répondez oui, ils vous demandent à quelle substance, enfin quel médicament vous avez pris, vous leur indiquez les médicaments que vous avez pris, et ils vous demandent les certificats médicaux. Lui, quand il a fait son test, il a dit que non. Donc ça questionne. Je vois pas pourquoi quand tu es combattant, tu as eu un traitement, tu le sais, avec des produits un peu chauds, tu dis pas oui directement, ils t'attendent de te faire attraper pour ensuite dire ah oui, c'est vrai, je me suis fait attraper. Donc du coup, bah faut voir déjà à quel produit s'est fait tester dopé parce qu'effectivement, ça se trouve, c'est un produit. ouais, parce que 6 mois, je trouve que 6 mois, c'est quand même léger, hein. Bah, apparemment, il s'est fait tester 6 mois parce que voilà, il a réussi à prouver. Maintenant, j'aimerais quand même voir la substance. Tu vois, si on parle de testostérone ou truc comme ça, bon, ça, Ouais. ça, ça me questionne quand même, tu vois. Mais effectivement, c'est pour ça, avant de le condamner, on va dire, il faut savoir quel type de produit il a été testé positif. Maintenant, ma position, encore une fois, sur le dopage, comme ça, je suis archi clair et j'isole du cas Ousmane Nurmagomedov. Le dopage, c'est tricher et quand tu triches, bah, c'est tout à fait normal que si tu te fais Ouais. attraper, bah, derrière, tu sois sanctionné, tout simplement. Effectivement, donc on verra en tout cas ce qu'il en est de son cas, si on aura plus de précisions dans les prochains jours à venir. Mais en tout cas, c'est vrai que s'il s'avère que c'est vrai et tout, c'est assez décevant. En plus, je l'apprécie beaucoup en tant qu'athlète et même en tant qu'humain, Ousmane Nurmagomedov, de par son style et tout. Donc on verra. En tout cas, son dernier combat va se transformer en no contest. Donc on verra si derrière il y aura des mises à jour. Et là, en plus, pour le coup, il était qualifié pour le tournoi 1 million, pour la finale du tournoi 1 million. Donc, c'est assez dommage que ça arrive à ce moment-là. Mais bon, il y a une justice. Et s'il est jugé Ouais, ainsi, c'est que. après, tu sais, c'est dommage, mais les combattants, ils sont quand même responsables de ce qu'ils prennent. Tu vois ce que je Bien veux dire? sûr. On peut pas non plus dire, ouais, c'est le médecin. Enfin, après, encore une fois, j'attends de voir Ouais, les confirmations, les mises à jour et tout.
et tout. Mais c'est un peu facile en tant que combattant. Là, j'isole du cas Ousmane et comme ça, je prends plus largement. Quand vous êtes combattant et que vous prenez des médicaments, c'est à vous de vous assurer de ce que vous prenez. Et si Mm. vous avez une ordonnance, ce que je veux dire, c'est qu'il ne combat pas dans une organisation mineure. Ouais. Il va pas dans une organisation française ou autre, enfin française quand je dis c'est pas péjoratif, mais il n'est pas dans un championnat où il n'y a pas forcément beaucoup de gens autour. Mhm. Je peux vous assurer que quand il envoie un mail au Bellator en disant voilà l'ordonnance que m'a prescrit le médecin, est-ce que je peux prendre les médicaments? Le Bellator lui répond sous une journée grand maximum. Et voilà comment ça se passe à haut niveau et voilà les protocoles qui sont mis en place pour éviter ça justement. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, il a fauté. Il y a une faute en tout cas dans son staff. Effectivement, donc il en payera le prix si ça n'a pas été correct. Mika, on est bon. On est bon. Carré pour Euh, moi. Merci à vous en tout cas de votre fidélité. On se dit à très très vite avec des nouveaux épisodes spécial guest cette semaine. Salut à tous. Merci, Ebi.